Ce matin, notre invité du jour n'est autre que Monsieur Floribert Anzoloni. Il va venir, nous venir. Monsieur Floribert, venez sur ses plateaux. C'est ce qui fait également la beauté de ses directs. Bonjour Floribert. Vous allez bien? Ça va. C'est la première fois dans le panier. Alors, vous allez choisir, vous allez vous mettre, c'est quoi votre couleur préférée? Ici, c'est un peu la tradition ici, hein. Je vous laisse choisir. Celle-là me plaît. Pourquoi? Parlez sur votre micro en fait, hein. Celle-là me plaît particulièrement. Pourquoi? Visuellement, elle me plaît. Allez, généralement, quand le vieux vient ici, il préfère ces fauteuils-là. Mais bon, je suis d'accord. Comment vous allez? Écoutez, la santé, ça va. Mhm. Le moral va bien. Ok, Malheureusement, le pays ne va pas bien. Nous sommes agressés. Donc, ok. voilà. Floribert Anzoloni, le mouvement citoyen, vous êtes parmi ces personnes qui, cette image, j'ai envie de dire, quand vous, je peux vous tutoyer, ça ne vous dérange pas? Je vous en prie, je t'en prie. Merci beaucoup. Quand on te voit, on voit le mouvement citoyen. Vous avez commencé avec Filimbi, et Filimbi, pratiquement les débuts du mouvement citoyen en République du Congo. Je vais juste te poser une question. C'est quoi en fait le mouvement citoyen? C'est une très bonne question. Les mouvements citoyens, c'est simplement, on va dire, la formalisation de l'organisation du citoyen qui s'engage. L'objectif unique des mouvements citoyens est de pousser les citoyens, mais avec un accent particulier sur les jeunes, à devenir un acteur, des acteurs simplement du processus qui doit emmener les décideurs à prendre des décisions politiques et publiques, influencer ces processus, mais également un bon citoyen doit connaître les lois, connaître ses droits, connaître ses devoirs et pouvoir justement jouer pleinement, le principe c'est de jouer pleinement son rôle dans tout ce processus démocratique qui a quand même pour objectif à la fin d'aider à ce que les conditions des citoyens s'améliorent. Alors, ceux qui sont dans le mouvement citoyen sont-ils des politiciens ou pas? Non, les activistes, comme on les appelle aujourd'hui, sont des éveilleurs de conscience. En réalité, nous sommes tous des citoyens égaux, mais certains ont décidé simplement de jouer, on va dire, un rôle peut-être un peu plus fort et de conscientiser, de sensibiliser les autres sur la nécessité d'être engagés dans tout ce processus Alors, démocratique. quand on parle de vous, souvent, tous ces activistes, quand on discute avec vous, vous le dites tellement bien, vous expliquez tellement les choses, mais sur le fait, c'est comme si les gens ne vous comprennent pas. Quand vous regardez comment les choses ont évolué après autant d'années, l'existence du mouvement citoyen ici en Azan, on va parler des Filimbi, on va parler des Pona Congo aujourd'hui que vous dirigez. Est-ce que c'est la manière dont vous êtes installé qui a été mauvaise ou bien les gens n'ont carrément pas envie de vous comprendre? Non, d'abord, je pense que c'est un processus qui est long. C'est-à-dire que engager la population dans ce processus n'est pas chose facile. Le changement, les gens doivent d'abord comprendre l'importance de s'engager, comprendre la nécessité de participer au développement et à l'évolution du pays. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a souvent une incompréhension. Les mouvements citoyens ne remplacent pas la population. Les mouvements citoyens ne remplacent pas les autres citoyens. Les mouvements citoyens sont simplement des véhicules qui disent nous allons conscientiser et éveiller les citoyens pour qu'ils s'engagent et s'impliquent. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense que nous avons de temps en temps une incompréhension. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que tous les Congolais, en tout cas la majorité des Congolais, s'impliquent. Nous ne sommes pas les citoyens, nous sommes une partie des citoyens et nous devons mobiliser les autres. Donc, notre rôle aujourd'hui, je pense, continue à être effectif. Malheureusement, peut-être, nous n'avons pas encore atteint un nombre majoritaire de la population. Nous n'avons pas encore réussi à sensibiliser la grande majorité de la population pour qu'elle s'engage dans ce processus qui doit nous emmener, toujours encore une fois, à ce que les conditions de vie des Congolais et des citoyens s'améliorent. Donc, vraiment une nuance importante, Jessie. Nous ne remplaçons pas les citoyens. Nous ne sommes que des simples éveilleurs, conscientisateurs, et ensuite, chaque citoyen doit pouvoir s'engager. Mais des éveilleurs qui se sont beaucoup plus, très souvent, engagés aux côtés des opposants. Non, C'est ce qui vous a donné cette mauvaise connotation, peut-être. oui, je pense que l'engagement, nous ne sommes pas engagés aux côtés des opposants. Nous nous sommes engagés pour des causes communes et les opposants ou tout autre citoyen se sont également engagés pour les mêmes causes communes. Quand vous regardez entre 2015 et 2018, quand ces mouvements citoyens naissent, la cause pour laquelle nous nous sommes engagés, c'est le respect de la Constitution. Point.
les opposants se sont également engagés pour la même cause, et ça a probablement donné l'impression que nous étions engagés avec et aux côtés des opposants. Nous nous engageons pour des causes, et ensuite cette cause peut être portée par tous les citoyens qui estiment que la cause est commune, on va dire. Alors, mouvement citoyen, qui dit mouvement citoyen, parle de la société civile. Finalement, on ne sait pas savoir qui est société civile, qui n'est pas société civile. J'ai eu à recevoir sur ces mêmes plateaux des activistes, membres de la société civile. Je voudrais que tu regardes ça et puis on va revenir après pour parler. Regardons ceci. Est-ce que nous voudrons que la société civile soit considérée comme un des acteurs dans la construction d'un état de droit, donc qui vit, qui propose, qui contre-attaque et qui fait fléchir le pouvoir lorsque le pouvoir s'écarte de la ligne constitutionnelle? S'il faut réagir, vous direz quoi? Et en tant que citoyen, l'erreur que nous commettons, c'est de laisser toute notre destinée entre les mains des politiciens. Ni la Constitution, ni les textes ne l'ont dit. Nous devons les suivre. Nous devons éventuellement les poursuivre et, les cas échéants, les écarter. Pensons qu'une démocratie se nourrit de l'information parce qu'il faut des citoyens éclairés. Et un citoyen éclairé est un citoyen qui s'informe sur la marche de son pays. Donc, pour voter utilement, il faut avoir l'information. Savoir qui a fait quoi, l'a-t-il bien fait, s'est-il enrichi, qui a fait progresser la société. C'est ça à peu près le rôle que nous avons par moment de médiateur dans la société. Vous luttez pour qu'il y ait un bon citoyen en République démocratique du Congo. Les vrais problèmes que nous avons dans notre pays, c'est l'analyse que nous avons faite. Nous cherchons des bons politiciens. Mais le bon politicien vient des bons citoyens. Si nous avons les citoyens qui se complaisent dans la médiocrité, qui pensent qu'on peut les acheter leur voix avec quelques t-shirts, avec quelques discours au relent tribaliste, on peut les manipuler, ils produiront une classe politique médiocre, tribaliste et prédatrice. Donc les plus grands problèmes que nous devons faire, c'est de forger une citoyenneté qui sera suffisamment exigeante pour estimer être représentée par ceux qui l'incarnent réellement. Comment tu réagis? Non, je souscris à une bonne partie des éléments qui ont été dits. La première chose, effectivement, c'est que avant d'être un bon politicien, il faut avant tout être un bon citoyen. Une personne qui n'a pas été un bon citoyen ou qui n'est pas un bon citoyen sera difficilement un bon politicien. Tout politicien est avant tout un citoyen. Donc je souscris à ce qui a été dit par mes confrères. Alors aujourd'hui, vous créez Pona Congo. C'est quoi d'abord? Alors, nous ne créons pas Pona Congo. Pona Congo est un réseau réseau citoyen qui a été créé depuis un peu plus d'une année, on va dire 12 à 15 mois. C'est un état d'esprit, j'insiste. Vous aviez dit tout à l'heure que je suis le patron de Pona Congo. Pona Congo n'a pas de patron. Pona Congo est un état d'esprit. C'est le rassemblement simplement de tous ceux qui aiment le Congo, de tous ceux dont le cœur bat pour le Congo et de tous ceux qui veulent que le Congo aille de l'avant. L'idée en créant Pona Congo, justement, était de dire, aujourd'hui, la seule chose qui nous rassemble, la seule chose qui nous réunit en tant que Congolais, c'est le pays que nous avons. Au-delà de nos accointances particulières dans tous les domaines, nous, tous ceux qui aiment le Congo devraient être capables de se rassembler, de s'unir lorsqu'il s'agit d'agir ensemble pour l'intérêt du Congo. C'est ça Pona Congo. C'est un réseau citoyen, ce n'est pas une organisation, c'est un état d'esprit. Alors, un état d'esprit, un réseau, appelons ça comme ça, un réseau, il y a plus de mouvements citoyens qui se sont engagés dans Pona Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tel qu'il disait Hervé, tel qu'il disait M. Kapiamba ou bien Israël, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, tel que les choses se présentent aujourd'hui, il est possible de créer ces citoyens que tout le monde rêve au Congo? C'est un processus. Je pense qu'il est possible d'y arriver, mais ne pensons simplement pas que c'est quelque chose qui va arriver de manière spontanée ou ponctuelle. C'est un processus. C'est pour ça qu'il faut de manière permanente que des citoyens qui sont déjà suffisamment engagés sensibilisent d'autres, conscientisent d'autres, éveillent les consciences des autres pour que ces citoyens soient de plus en plus nombreux. Et à un moment donné, le nombre critique sera atteint et je pense que nous aurons un environnement dans lequel les citoyens sont véritablement des citoyens engagés positivement. L'engagement n'est pas non plus signe d'agressivité, n'est pas signe de violence, mais c'est simplement qu'il est important que nous qui donnons en fait entre guillemets, une partie de nos pouvoirs aux uns et aux autres,
puissions rester engagés dans ce processus démocratique pour nous assurer que ce qui est fait dans l'intérêt de tous ou de la majorité d'entre nous du moins. Mais qu'est-ce qui fait que, on va parler tout à l'heure des consultations populaires que vous êtes en train d'organiser, pourquoi, comment, mais la question, j'étais en train de réfléchir avec mes équipes hier en préparant cette émission, mais qu'est-ce qui fait que c'est seulement la veille des élections que le mouvement des citoyens devient très actif, mais pendant toute l'année, pendant tous les quinquennats, appelons ça comme ça, pendant tous les quinquennats, c'est comme si les gens sont préoccupés à autre chose, c'est seulement la veille des élections, à qui commence les élections, qu'on commence par les mouvements citoyens, qu'on commence à crier qu'il faut un bon citoyen, qu'on commence à donner toutes ces leçons. Mais pendant tout ce temps, pourquoi ne vous activez pas à le faire? Non, je pense que les mouvements, les citoyens engagés, je préfère les appeler comme ça, agissent de manière permanente. Ce qui se passe aussi en réalité, c'est que la visibilité, les médias, la presse, les uns et les autres s'intéressent beaucoup plus à ces activités à la veille des élections. Ça, c'est une première réalité. Je vais vous donner un exemple, Jesse, je te donne un exemple. Mais la question de l'agression du Rwanda, si vous vous rappelez, ce sont les mouvements citoyens qui, les premiers, se sont mobilisés, ont commencé à se mobiliser il y a 2 ans aujourd'hui, je pense, plus ou moins, pour que l'ambassadeur du Rwanda qui était ici, M. Karega, soit expulsé. Pourquoi? Parce que nous avions estimé que les propos qu'il avait tenus à cette époque-là étaient des propos qui ne respectaient pas du tout la dignité du Congolais, étant donné qu'il n'avait pas, il avait simplement rejeté le fait qu'il y ait eu des massacres en RDC depuis aujourd'hui une 20aine d'années. Donc, je pense que c'est important. Deuxièmement, les mouvements citoyens et d'autres structures, des citoyens engagés, se sont engagés sur plusieurs dossiers économiques. Lorsqu'aujourd'hui, le dossier d'Anne Gertler donne en quelque sorte, commence à donner les résultats qu'il donne aujourd'hui, c'est parce que des citoyens engagés, les mouvements citoyens, le Congo n'est pas à vendre et d'autres structures se sont engagés et mobilisés depuis 2 ou 3 ans sur ces questions-là. Je pense qu'on a peut-être l'habitude de voir les mouvements citoyens uniquement dans la rue, en train de manifester avec des pancartes, et c'est pour ça qu'il est parfois difficile de voir ce qui est fait à côté. Nous nous sommes engagés sur la question, sur différentes questions, sur les questions des passeports, sur énormément de questions, je pense, depuis 4 ou 5 ans, qui ne sont pas forcément liées avec le processus électoral. Alors parlons de ces consultations populaires qui vous organisez dans le cadre de Pona Congo. Tout à fait. Vous dites consultation populaire Congo Tolingi. C'est quoi exactement? Le Congo Tolingi, c'est le Congo que nous voulons. Ce qui est à la base de ces consultations populaires, c'est un constat. Je veux dire, c'est une certaine frustration. En tant que citoyen, et c'est à la veille des élections que nous faisons ce constat et que nous sommes quelque peu frustrés. En tant que citoyen, lorsque nous déléguons en réalité notre pouvoir aux dirigeants, c'est avec l'objectif qu'ils vont résoudre nos problèmes et que nos problèmes seront prioritaires. Dirigeants actuels comme dirigeants futurs. Mais nous avons constaté malheureusement que les débats publics, c'est trop régulièrement le cas, les débats publics, les débats politiques ne semblent pas tourner suffisamment sur ces questions qui sont prioritaires et pour lesquelles nous, citoyens, avons délégué ou comptons déléguer des personnes pour nous représenter politiquement. Et donc nous avons décidé, et ça c'est une question encore une fois de responsabilité, d'engagement, de nous auto-consulter. En nous auto-consultant, nous allons faire une évaluation sur nos défis, sur nos attentes, également donc définir nos propres priorités et ensuite définir également les engagements que nous aimerions voir prendre les dirigeants politiques, les dirigeants publics de demain, qui doivent être élus d'ici la fin de l'année, vis-à-vis des citoyens. C'est une manière pour nous, en réalité, d'interpeller les acteurs politiques et les futurs acteurs politiques sur la nécessité pour eux de tenir compte dans leur programme, de tenir compte dans leur dynamique de nos problèmes et de nos préoccupations et des priorités qui sont les nôtres. C'est dans ce contexte-là donc que nous avons décidé de nous auto-consulter en lançant ces consultations. J'aime bien le mot, auto-consulter. Vous allez vous auto-consulter. Mais vous allez vous auto-consulter pour en faire quoi? Vous allez vous auto-consulter, j'ai envie de dire comme disent les Quinois, et après? Voilà. La première phase, c'est donc l'autoconsultation. Donc, quand vous dites autoconsultation, comment vous le faites en fait? Exactement. Nous le faisons de 3 manières. Premièrement, encore une fois, le Congo est un grand pays. Donc, nous devons nous adapter à ces réalités, sachant que nous n'avons pas beaucoup de ressources.
Premièrement, nous faisons des consultations, ce que nous appelons des consultations physiques. Avec le réseau Pona Congo, l'avantage est que nous sommes en réseau. Donc nous sommes répartis aujourd'hui à travers toute la République. Donc nous avons lancé il y a quelques jours une 35 consultations physiques dans les 35 villes que compte le Congo. Parfois on dit 33, 34, 35, mais il y a des villes qui doivent être validées, je pense. Nous avons pris 35 villes et nous avons lancé des consultations physiques dans ces 35 villes. Deuxièmement, nous allons également nous sommes en train de préparer l'organisation de rencontres populaires. C'est-à-dire nous allons dans plusieurs villes du pays demander aux Congolais de venir s'exprimer. C'est vraiment une tribune, ce sont des tribunes d'expression populaire. Parler de leurs défis, parler de leurs problèmes et pourquoi pas commencer à parler des solutions qu'ils pourraient trouver utiles pour leurs problèmes et des attentes vis-à-vis des citoyens. Troisième catégorie, ce sont des rencontres thématiques. Nous allons également échanger avec les différents groupes, on va dire qu'on appelait thématiques. Vous avez d'un côté les mamans maraîchères, vous avez les étudiants, vous avez les personnes vivant avec handicap. Nous voulons également que ces gens s'expriment, qu'ils puissent également nous faire part de leurs problèmes, de leurs priorités. Et dernière méthode, ça va être à travers une consultation virtuelle qui va être lancée à la fin de cette semaine. Nous avons un petit outil informatique qui permettra alors à tout citoyen, peu importe où il se trouve, au Congo comme à la diaspora est également importante, de pouvoir justement s'exprimer et de faire part de ses problèmes, de ses priorités, de leurs priorités, pour qu'en fait, à l'issue de ce processus, nous puissions élaborer un premier, on va dire, cahier des charges, qu'on appelle symboliquement contrat social, mais un premier cahier des charges qui deviendra alors un outil que tout citoyen, en tout cas engagé, devrait ou pourrait, je dirais, utiliser vis-à-vis d'un futur, d'une personne qui voudrait obtenir sa voix dans le processus électoral. La question, vous élaborez le cahier des charges, j'imagine, vous élaborez le cahier des charges. Ce cahier des charges, c'est pour en faire quoi? Pour le donner aux dirigeants, pour contraindre les dirigeants à faire des choses comme vous le voulez? C'est là où j'arrive pas à comprendre. Très bonne question. Ce cahier des charges, la première des choses, il faudrait que les Congolais, une grande partie des Congolais s'approprient ce cahier des charges. Donc, dans la première phase, on essaie de toucher un maximum de Congolais. C'est pour ça que je vous parle de répartition géographique d'abord, dans les 35 villes. Dans les territoires également, nous avons des points focaux dans quasiment tous les territoires qui ont commencé un processus de sensibilisation. Donc, il y a d'abord une question d'appropriation. Nous voulons que les Congolais s'approprient, participent d'abord et ensuite s'approprient ce cahier des charges. Deuxièmement, nous mettrons ce cahier des charges à la disposition de toute personne qui souhaite, qui aimerait, dans le processus électoral à venir, que nous, citoyens, nous lui donnions une partie de notre pouvoir. L'idée étant pour nous de pousser, encore une fois positivement, ces personnes à intégrer ces priorités, ces problèmes, ces défis dans leur programme de gestion, dans leur programme de gouvernement. Deuxièmement, et troisièmement, il y aura également une autre phase. Il y aura la phase de contrôle. Une fois que les gens sont élus et se sont engagés, après les élections, un mécanisme de suivi et de contrôle sera mis en place. C'est vraiment, le souci n'est pas de dire que nous allons produire un document unique auquel tout le monde devrait souscrire de manière indéfinie, mais c'est un processus que nous lançons. Parce que les consultations, en réalité, devraient être un acte permanent. Ce document, d'ailleurs, est amené à évoluer de manière permanente. D'autres peuvent également lancer d'autres consultations. L'idée étant de pousser les Congolais à être de plus en plus engagés, de plus en plus impliqués dans tout ce processus. Ce n'est que de cette manière que nous nous assurons que ceux à qui on délègue une partie de notre pouvoir réalisent véritablement ce que nous voulons qu'ils réalisent. Alors, moi j'ai envie de réfléchir comme le commun de mortels. Hein, les Congolais lambda pour réfléchir. C'est lui qui est en dessous, il dit le problème des Congolais, tout le monde le connaît. Nos problèmes, on les connaît, sont le problème. Depuis 1960, sont le même problème. S'il faut faire une consultation populaire, on vous dira la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y aura de nouveau qui n'a pas encore été fait? L'éveil citoyen. Vous savez, même quand on dit que les problèmes sont connus, ils sont connus de tous. On va dire que les gros problèmes sont connus. Je suis d'accord avec toi, Jessie. Mais prioritairement, je peux vous assurer que les problèmes que les gens de Bouta définissent comme problèmes prioritaires ne sont pas forcément prioritairement les mêmes que les gens de Fizi, les gens de Mbandaka, les gens de Ingende ou les gens d'un autre coin du pays. Mais au moins, le grand tableau, c'est pratiquement le même. Absolument. Ça, c'est d'abord une première réalité.
Le grand tableau est le même, mais encore une fois, il faut que nous, notre objectif, c'est d'éveiller les citoyens. Nous voulons que les citoyens deviennent des acteurs. Comme nous avons constaté aujourd'hui que les débats publics ne les prennent pas en compte, la question est de savoir comment faire en sorte pour que ces débats les prennent en compte. C'est ça la réalité. Comment faire en sorte pour que les acteurs politiques publics prennent en compte ces problèmes. Nous nous sommes dit, pour qu'ils prennent en compte ces problèmes, mais essayons d'harmoniser. Ces problèmes sont multiples, essayons de nous retrouver autour d'un même support, autour d'un même document, autour d'un même cahier des charges, qui deviendra en fait un cahier de plaidoyer. Si vous voulez que les dirigeants aillent dans votre sens, si vous voulez que les futurs dirigeants fassent ce que vous voulez, organisez-vous, mobilisez-vous, et encore une fois, plus vous serez nombreux, plus vous serez capables d'imposer en fait que ces problèmes, qui sont globalement connus, soient suivis par les dirigeants. C'est ça l'idée. Et nous profitons très clairement de ce processus électoral en cours pour mobiliser la population autour de cette question-là, les mobiliser pour qu'eux imposent aux futurs dirigeants de prioriser les problèmes auxquels les citoyens font face. Donc en réalité, c'est un moyen de sensibilisation, de conscientisation et d'éveil. L'enjeu n'est pas tellement d'identifier les problèmes, effectivement, qui sont connus. L'enjeu est de faire en sorte que les citoyens commencent à se mobiliser eux-mêmes d'ailleurs autour de ces problèmes-là, ensemble, de manière cohérente, pour justement être suffisamment forts pour pousser démocratiquement, toujours Jessie, j'insiste, pousser les dirigeants à prendre beaucoup plus en compte ces problèmes que ça n'a été le cas. Nous sommes dans un pays où les débats d'idées n'existent pas. Les gens sont dans, j'ai envie de dire, dans ce qui est pratiquement terre à terre. Vous verrez difficilement les gens en train de réfléchir, en train de débattre, même les politiciens, vous verrez difficilement les gens en train de débattre des débats d'idées. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, vous amenez cette histoire de cahier des charges, contrat social, alors que disons-nous les choses en face. J'aime bien cette émission parce que pour le moment, c'est des choses en face. Disons-nous les choses en face. Les élections approchent. Demain, les Congolais aujourd'hui, voter, c'est un t-shirt, c'est un casier de bière, c'est argent, cadeau. C'est que le politicien amène comme cadeau ce qui fait de lui la personne la plus populaire du coin. Est-ce que vous avez la politique de vos moyens? Alors, Jessie, je vais te dire à quel point moi-même je suis agréablement surpris. Nous avons lancé ces consultations depuis 2 semaines. Nous les avons lancés aujourd'hui dans une quinzaine de villes. De Mbandaka à Buta, de Buta à Uvira, de Uvira à Kindu et ainsi de suite. Je peux t'assurer, Jessie, qu'en réalité, les citoyens veulent parler des choses, des problèmes. Les citoyens veulent que leurs problèmes soient résolus. Les citoyens ont envie d'être engagés. La réalité, et vous l'avez dit, c'est que, et la question que je me pose, est-ce qu'on leur donne suffisamment l'occasion de le faire? Est-ce que ce ne sont pas finalement les leaders d'opinion politique et non politique, je dis bien, est-ce que ce ne sont pas ces leaders d'opinion qui ne donnent pas le cadre nécessaire aux citoyens pour pouvoir s'exprimer? En tout cas, après 2 semaines aujourd'hui, je peux t'assurer que dans tous ces coins du pays, les citoyens s'expriment de manière très intéressante et de manière responsable et disent clairement ce qui ne va pas. Donc, je pense que oui, il y a véritablement un problème de société, surtout sur le processus, sur cette question démocratique. Les élections sont souvent vues comme des moments pour distribuer des t-shirts, bénéficier de choses et d'autres. Mais la question que je me pose encore une fois, c'est est-ce que d'autres personnes ont déjà tenté d'autres mécanismes ou d'autres offres véritablement ont été faites à ces citoyens pour pouvoir définir si ces offres-là pourraient ou pas être acceptées? Je ne sais pas, je me pose la question. Et donc nous faisons le travail à l'envers. Nous disons, comme ce n'est pas le cas, c'est à nous, probablement citoyens, de pousser maintenant ces acteurs à ce que nous n'allions plus dans ce sens, dans le sens des t-shirts, dans le sens de l'achat des consciences, mais nous allions maintenant dans le sens de dire, un acteur qui veut représenter les citoyens doit être capable de pouvoir apporter des solutions aux problèmes auxquels ces citoyens font face. Et pour ça, les citoyens ont l'obligation de s'organiser, si cet acteur ne le fait pas, de s'organiser pour imposer ça. Donc nous avons pris nos responsabilités en tant que citoyens. Nous décidons maintenant de pousser, de contraindre démocratiquement et pacifiquement tous les acteurs, en tout cas les futurs acteurs, à se focaliser sur ces questions. Et
Qui sont derrière vous? Qui finance tous ces processus? La grande question. Non, ce processus... Tout ce que vous faites quand tu vas des Bouta, toutes les provinces que tu as citées, toutes les grandes villes que tu as citées, qui finance ces processus? Qui est derrière ça? Non, il n'y a rien de caché dans ce processus. Nous, en tant que citoyens, en tant que mouvement, nous faisons cela en partenariat avec le CEPAS, que vous connaissez, qui est un centre d'études sociales qui fait partie de l'Église catholique, qui a pour mission justement d'organiser, d'aider les citoyens un petit peu à s'organiser et à s'engager de manière citoyenne dans la société sur les questions sociales. Et donc, en tant que citoyen, nous avons un partenariat avec le CEPAS qui a pris la responsabilité de mettre à disposition un minimum de ressources. Ce ne sont pas des ressources importantes, un minimum de ressources pour nous permettre justement de mener à bien cette dynamique. Il n'y a pas d'autres. Par contre, c'est ceux qui parlent de mouvement citoyen, ils disent que ce sont ces jeunes qui sont à la merci de ces Occidentaux, de ces personnes qui sont dans le Congo bashing, qui sont des instruments de ces personnes qui n'aiment pas le Congo. Comment vous répondez à ce qu'ils pensent? Oui, on est Congo Bashing, Georges Soros, il faut le dire. Voilà. J'ai pas cité le nom. Non, je le cite parce que ça fait partie des choses que nous entendons. Non, d'abord, en tant que mouvement citoyen, ni Mo Ibrahim ni Georges Soros ne nous ont jamais financés ou soutenus. Encore que je ne dis pas que nous ne l'aurons pas fait, mais ça n'a pas été le cas, premièrement. Deuxièmement, je trouve ça dommage, très dommage, que nous, Congolais, pensions que pour qu'un Congolais agisse, pour qu'un Congolais décide d'agir de manière, on va dire, responsable, de manière citoyenne, il faut qu'il y ait derrière un individu, généralement un blanc, qui doit lui dire « fais ceci, fais cela ». C'est dommage aussi. Humblement, moi je suis un banquier à la base, donc j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le secteur bancaire, j'ai dirigé les départements des risques d'une banque. Et donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en tant que cadre congolais, pour que je puisse m'engager pour mon pays, il faudrait que Georges Soros ou Mo Ibrahim soient derrière moi et me financent. Je trouve ça réducteur, extrêmement réducteur. Donc, je pense que ça fait partie finalement de la stratégie, je pense, de ceux qui sont contre ou s'opposent à l'engagement de ces mouvements citoyens. Je ne dis pas que les activistes ou les citoyens engagés sont parfaits, attention. Nous sommes tous des êtres humains avant tout. Mais ce que je dis, c'est que la grande majorité de ces dynamiques sont d'abord engagées pour le bien-être, je pense, en tout cas, des Congolais, ou en tout cas veulent aider à ce que le Congo aille de l'avant. Et tout ce qui se dit autour, je pense, c'est énormément de manipulation. Il n'y a pas de tout ça. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé de ces contrats sociaux que vous voulez mettre en place pour le Congo que vous voulez, Congo Tolingi. Mais le gouvernant dans tout ça, le gouvernant actuel, peut-être qu'il pourrait être le gouvernement des 5 prochaines années, on ne sait jamais, les élections arrivent, peut-être que ce sera le même régime qui pourrait continuer les 5 prochaines années. Vous le mettez où? Comment vous vivez avec eux? C'est-à-dire, comment nous vivons avec eux par rapport au contrat social ou comment nous vivons avec eux? Par rapport au contrat social, à quel niveau? Ah non, mais nous espérons que si les gouvernants actuels veulent conserver démocratiquement le pouvoir lors des élections à venir, nous espérons. Et jusqu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne le font pas. Malheureusement, le temps nous fait défaut. On me dit qu'il me reste plus que 5 minutes pour terminer cette émission. Je rappelle, j'ai reçu sur ce plateau M. Floribert Anzoulouni. Comment vous définir en fait? Activiste du mouvement citoyen? Non, je suis un citoyen engagé. Le mot activiste, on l'utilise à tort et à travers. Moi, je suis simplement un citoyen engagé. Je suis un citoyen engagé qui organise des consultations dans le cadre de Pona Congo Oyo Tolingi, ces consultations pour définir un contrat social. J'ai bien retenu la leçon. Alors, ceux qui nous ont suivis, comment vous contacter, qui aimeraient bien participer à ces consultations, comment faire pour vous contacter? C'est très bien. Alors, sur mon question, nous avons plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Nous avons un site internet congotolingi.org. Nous avons un site internet ponacongo.org. Et donc, bientôt, dans les jours à venir également, nous allons communiquer sur les rencontres thématiques avec les coordonnées, numéro de téléphone, adresse email, qui permettront alors à ceux qui veulent participer, parce que nous voulons vraiment que les gens participent de manière thématique à ces rencontres-là, puissent y prendre part.
On va terminer, on va se lever pour terminer. Nous avons l'habitude dans cette émission, lorsque la personne vient pour la première fois, c'est pour la première fois dans cette émission en fait. C'est la première fois. Et c'est pas la première fois à la télévision nationale. Hein? Non, pas la première fois. Ok. Au moins, la télé, comme j'ai dit, c'est la seule télévision en République du Togo qui fonctionne avec l'argent du contribuable congolais. C'est notre télévision à nous tous. Mais voilà. Après, vous allez choisir quelque part. Hein. Vous allez, je vais tenir le micro. Vous allez nous laisser un mot qui restera pour la poursuite de tous les invités qui viennent. Il s'adonne à cet exercice. Le Congo nous appartient à tous. C'est le slogan du mouvement citoyen Filimbi que j'ai participé à construire et que je ne coordonne plus. Ça également, c'est bien de le partager. Depuis le mois de décembre dernier, nous avons renouvelé tous les membres de la coordination de notre mouvement conformément à notre charte et dans le respect des limites de mandat, si on peut dire ça comme ça, de notre charte. Et donc notre slogan, c'est « Le Congo nous appartient à tous ». Je pense que ça résume pleinement l'engagement que nous, citoyens, au sein du mouvement Filimbi, avons, qui est celui de dire que tous les Congolais doivent s'engager individuellement pour que le Congo aille de l'avant. Il ne faut pas attendre que l'autre change le Congo. Le pays nous appartient à tous. Il est donc important que chacun joue son rôle à son niveau. Et c'est l'ensemble de ces engagements qui fera avancer le Congo. On va terminer par là. J'ai entendu comment vous réfléchissez depuis, vous avez depuis Filimbi, parce que vous avez coordonné Filimbi, vous êtes allé en exil, vous êtes revenu. Pourquoi vous engagez pas en politique carrément? L'engagement politique est une question personnelle. C'est-à-dire que c'est une responsabilité, c'est une décision personnelle. Donc peut-être que dans un avenir, dans l'avenir, ce sera le cas. Mais c'est une décision personnelle qui sera prise le moment venu. Parce qu'à vous entendre parler, vous vous plaignez. Tout le monde se plaint aujourd'hui de politiciens, le politicien. Mais, et pourtant, il y a de ces Congolais, le Congo nous appartient à tous, il y a de ces Congolais qui sont prêts à tout pour ces Congos, mais qui ne s'engagent pas, en fait. Et c'est un trop bon point. Et c'est exactement aussi ça. C'est à ça. Vous savez, quand vous regardez les consultations, c'est à ça que nous voulons pousser ceux qui veulent vraiment que les Congos aillent de l'avant. Ceux qui ne s'engagent pas, généralement, vous disent le politique est un milieu sale. C'est pour les gens qui ne veulent pas, les gens qui veulent voler. Mais ici, justement, nous voulons changer le paradigme et dire non. Discutons des problèmes et tous ceux qui ont des solutions à ces problèmes devraient s'engager, en espérant que ce sont ceux qui ont véritablement des bonnes solutions qui vont s'engager. Donc, voilà, il faut que plus de citoyens de qualité, je pense, s'engagent en politique pour que le changement que nous voulons ait lieu. Le mot me revient, j'ai entendu ces mots sur ces plateaux il y a quelques jours. Il faut que les citoyens de qualité s'engagent. Lorsque j'ai discuté avec les amis qui sont à la CENI, ils m'ont donné des estimations. On est aujourd'hui plus ou moins 30 ou 40 000 candidats pour 500 sièges au Parlement. Le moyen le plus facile, c'est d'être politicien, d'être député en RDC aujourd'hui pour gagner sa vie. Pensez aussi. Oui, mais malheureusement, c'est la perception que nous avons aujourd'hui. C'est que lorsque vous entrez en politique et que vous occupez une fonction politique, beaucoup de gens se sont plaints sur le salaire des députés. C'est-à-dire que sur les véhicules qui ont été donnés aux députés, sur les conditions dans lesquelles les acteurs politiques, dès qu'ils occupent des fonctions politiques, leur vie change. On le voit, c'est visible. Et donc, oui, aujourd'hui, en termes de perception, lorsque vous entrez en politique, automatiquement, votre vie change. Ça ne devrait pas être cela. La politique doit être un engagement. C'est dans l'économie, dans l'entrepreneuriat et dans tous les attachements et d'amour pour le pays, mais également pour les Congolais. Ce sont ceux-là qui devraient s'engager, parce que l'engagement politique est un sacrifice, est un sacerdoce, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas en politique qu'on doit aller pour s'enrichir. Devrais-je considérer ça comme votre mot de la fin ou bien... Ce sera mon mot de la fin, mais j'invite simplement les Congolais, mes compatriotes, mes frères, mes sœurs, mes amis, à se mobiliser, à s'engager à travers ces consultations populaires. C'est de notre responsabilité. Se plaindre est une bonne chose, mais agir est encore mieux. Donc agissons, consultons-nous, approprions-nous ce processus, et ensuite nous aurons un outil pour aller imposer aux futurs dirigeants, peut-être que Jessie en sera un, imposer aux futurs dirigeants de respecter et de suivre de se préoccuper de nos problèmes et de nos défis. Allez, j'ai envie d'emprunter une phrase de maître Hervé Diaké, c'est que moi j'appelle souvent notre gilet jaune. Il dit toujours, il ne faudrait pas être spectateur, il faut être acteur. C'est ce qui est plus important. Monsieur Floribert, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à toi également, Jessie. Mesdames, Messieurs, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi
si le Christ ne revient pas, j'ai toujours l'habitude de faire ça avant de partir. Disco, ça ne manque jamais, mon selfie du jour. Allez, on va le faire. Ah, au revoir.